Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. C'est un plaisir pour moi ce matin de vous retrouver parce que nos activités, nous, on continue à vous informer. Et parlant d'informations, j'ai des informations qui nous proviennent ce matin du MIFO. Alors, toutes les activités pour lesquelles vous étiez inscrite depuis le 14 mars au 5 avril. On parle entre autres des activités pour la relâche, pour les spectacles qui étaient prévus pour cette période-là. Ces programmes-là sont annulés, comme vous le savez, mais vous avez aujourd'hui la possibilité de vous faire rembourser. Et le MIFO a entrepris cela depuis un bon bout de temps. Donc, vous devez, pour ceux qui ont déjà acheté leurs billets et tout ça, vous devez vérifier vos courriels. Et si cela ne se retrouve pas dans vos courriels, vous devez visiter dans vos courriers indésirables ou vos courriels, pardon, comme on l'appelle, pour pouvoir savoir si vous avez reçu un courriel de la part du MIFO qui vous demande de prendre certaines mesures, de faire certaines actions avec eux, c'est-à-dire de communiquer en gros avec eux pour pouvoir entamer la procédure de remboursement. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations concernant ce remboursement-là, je vous invite à visiter le www.mifo.ca pour avoir plus d'informations déjà, et secondo, vous procurer leur courriel pour pouvoir communiquer avec eux, si vous voulez vous faire rembourser, parce que il y aura pas de spectacle comme vous le voyez, c'est annulé, donc il faut que vous ayez votre remboursement. Donc www.mifo.ca. Oui, il y a le remboursement qui est fait par le MIFO, mais il continue toujours de travailler pour les francophones, pour la communauté francophone et francophile, et ils sont au courant que nous sommes tous en confinement, nous sommes en isolement. Fait que le MIFO aussi a commencé à vous mettre à disposition des activités en français à faire à la maison. Et je vais vous nommer quelques-unes. Il y a des ressources pour les enfants parce qu'on sait que ils sont à la maison, il n'y a pas cours. Oui, il y a des affaires qu'ils peuvent faire en ligne concernant les activités scolaires, mais il y a aussi des ressources pour les enfants que le MIFO vous offre, que vous pouvez aller visiter. Vous avez des émissions de télévision, des films et des documentaires. Et ce que je trouve intéressant, deux choses que je trouve super intéressantes, c'est les musées virtuels. On a parlé la semaine passée un peu, c'est un concept qui continue d'évoluer comme de manière grandiose. Donc, musée virtuel et un autre onglet qui s'appelle Histoire et patrimoine. Donc, ça vous permet d'apprendre beaucoup plus sur votre communauté, sur le patrimoine, pourquoi pas d'Orléans, sur l'histoire d'Orléans. Donc, toutes ces affaires-là se retrouvent sur le www.mifo.ca. Si vous êtes intéressé, juste allez visiter leur site web parce que tout ce qu'ils font là, c'est pour vous, la communauté qu'ils font. Alors, je vous invite à visiter leur site web. Une troisième affaire, c'est une affaire qui concerne les associations des auteurs de l'Ontario français. Leurs bureaux sont fermés et on le voit passer sur les différents réseaux sociaux. Ils vous informent qu'ils sont fermés, mais leur équipe reste opérationnelle. Donc, si vous avez une quelconque demande ou vous voulez avoir une quelconque information, vous pouvez communiquer avec eux à info@commercial.aof.ca et puis ils feront le plaisir de vous répondre. La Ville d'Ottawa et le RGA ont des recommandations à faire à tous les entrepreneurs et aussi à toutes les petits magasins, tout ce qui a rapport avec la communauté, tous ceux qui offrent des services à la communauté. On vous demande de garder les lumières de votre commerce allumées et ça y va pour votre sécurité aussi. On vous demande aussi de retirer tout l'argent et les reçus que vous avez emmagasinés dans votre magasin. C'est le moment de les prendre avec vous. On vous demande aussi de ne laisser aucun objet de valeur visible ou accessible. Et on vous demande aussi que tous les coffres doivent être vidés et déplacés hors site. On vous demande d'ouvrir les tiroirs caisses pour montrer qu'ils sont vides. Donc, ça empêcherait
que le pire arrive, si je pourrais le dire ainsi. Et aucun alcool ne doit être visible de l'extérieur. C'est pour vous protéger, vous, mais aussi protéger les personnes qui sont, qui pourraient avoir accès à votre magasin. On vous demande d'envisager d'afficher aucun argent comptant, comme ça, ça vous protège vous aussi, mais ça revient encore à la première règle du dessus qui vous demande de rapporter avec vous à la maison tout ce qui est objet de valeur, tout ce qui est reçu, tout ce qui est argent comptant, à le prendre chez vous à la maison. On vous demande de désactiver toutes les ouvertures de potes Forbes planifiées. Vous savez, la petite affaire qui vous permet d'entrer dans votre commerce. On vous demande de les désactiver. Comme ça, personne d'autre pourrait avoir accès à cela. On vous demande de fermer tous les conduits de gaz de cuisine, mais aussi d'effectuer des visites régulières sur les sites pour les surveiller. J'ai parlé avec une entrepreneure la semaine passée qui me disait à chaque jour, elle essayait de passer comme au moins 30 minutes dans son local. Fait que vous pouvez en faire de même pour pouvoir vous protéger, aussi protéger votre commerce. Vous savez, plein de choses se passent concernant la crise avec plein d'organismes. Et après la pause, on va parler avec la représentante de Centraide. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Guépol, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. En ce temps de crise, Centraide pense aux personnes vulnérables. Ils ont émis une initiative depuis un bon bout de temps. Et pour en parler, j'ai la directrice régionale de Prescott-Russell. Allô, Agatha? Bonjour, ça va bien? Ça va bien et toi-même? Ben oui, absolument. Alors là, moi, ma première question, c'est de savoir, en fait, pour toutes les différentes circonscriptions de Centraide, donc Est de l'Ontario, comment ça se passe avec vous autres? Ben alors, nous, tu as raison, on est étendu sur 4 régions distinctes, donc autant dans le rural que l'urbain. Hein? On touche les comtés de Renfrew, Lanark et les comtés unis de Prescott-Russell, évidemment, plus nos collègues d'Ottawa qui sont dans les contextes un petit peu plus urbains que nous. Tu sais, on est tous des parents, on est des aidants naturels, des colocs, on a fait des ajustements à nos opérations également. C'est une situation qui évolue au jour le jour, comme pour nos agences partenaires aussi, et évidemment les interlocuteurs. Donc, c'est toujours le jour, si tu veux, mais nous continuons toujours notre travail auprès de la communauté. C'est ça l'essentiel. Puis, on discutait un peu de ça un peu plus tôt en journée. Et puis, je te parlais du côté bénévolat, parce que ça vous prend aussi souvent des bénévoles pour mener les actions que vous faites à Centraide. Là. Et puis, je me dis, on sait que dans la communauté, les gens qui sont vraiment engagés, oui, des bénévoles, il y en a de tout âge, mais des personnes qui partent à la retraite, ce sont des personnes là qui aiment donner de leur temps. Et en ce moment-là, je me dis, on nous parle d'isolement, on nous parle de confinement, là. Il doit manquer du monde chez vous un tout petit peu, hein? Bien, effectivement, comme dans toutes les agences que l'on tient, il y a ce côté bénévolat qui
et c'est un petit peu un risque pour nous tous. Par rapport au soutien des bénévoles, effectivement, la campagne que nous avons lancée, elle a un focus aussi. Comment est-ce qu'on peut soutenir la communauté avec justement ces effectifs qui, peut-être justement, ils sont plus isolés en ce moment en raison de l'âge des bénévoles. C'est une situation qui évolue. On explore en fait les façons de faciliter l'accès par rapport aux nouveaux bénévoles, peut-être, ou de bénévoles différents. Tout ça est déjà un petit peu en branle avec justement notre rôle de concertation. Donc, c'est votre rôle là en fait à Centraide, c'est vraiment de donner, je dirais comme ça, une meilleure vie, une meilleure, oui c'est ça, une meilleure vie à des personnes qui sont vulnérables. Et puis quand on parle de vulnérabilité, ça prend en compte plein de choses. Et je me dis à cette heure où est-ce qu'on vit une pleine crise, Centraide là, c'est quoi votre rôle? Parce que je pense que la demande sera beaucoup plus accrue. Absolument, absolument. Tu sais, il y a quelques semaines, en fait, on a été approché par Santé publique Ottawa pour intervenir de la façon dont on intervient souvent avec les tornades, par exemple, ou avec les inondations, prendre ce rôle de concertation, si on veut, pour justement préparer le terrain un peu sur quels sont les besoins dans le secteur social et communautaire, où vont être les besoins les plus palpables, quelles sont les populations les plus à risque. Et donc, nous faisons ce rôle de concertation que l'on connaît bien d'ailleurs par nos autres projets qu'on a fait dans le passé. Là. Donc, effectivement, c'est le rôle que l'on a pris et tout cela, peu importe quelles sont les régions dans notre grande région qui sont affectées ou les grands besoins. Mais évidemment, il y a un côté... levé de fonds qui résulte aussi en quelque part. On veut absolument aider, mais tout dépend de la générosité des gens autour de nous. On sait que notre communauté habituelle, là, notre communauté, en fait, elle est très généreuse et puis on compte sur eux encore pour vous soutenir. Tu as parlé tantôt des personnes vulnérables. À cette heure-là, c'est qui qu'on pourrait qualifier de super vulnérable? Oui, alors nous regardons vers tout ce qui touche les personnes âgées. On sait qu'elles sont plus vulnérables sur le point de l'exposition, mais aussi parce que leurs interactions se font avec la communauté par des programmes de jour, par exemple, qui maintenant sont annulés ou reportés. Mis sur glace un peu. Donc, c'est vraiment voir à l'isolement de ces personnes-là. Et effectivement, tu as touché un point important. Plusieurs bénévoles dans notre communauté sont des personnes âgées aussi. Par rapport... Oui, vas-y. Non, vas-y. D'autres populations que l'on regarde, c'est surtout les gens qui vivent dans une situation de pauvreté et d'itinérance. Parce que peut-être nous pouvons nous procurer qu'est-ce qu'on a de besoin pour les semaines qui suivent. Quand on vit au jour le jour, c'est plus difficile de faire ce genre de provisions-là. Surtout si on est susceptible, par exemple, à être plus affecté par des heures réduites de travail. Et évidemment, la santé mentale ressort toujours dans chacune de ces crises-là. C'est essentiel, en fait, tout ce qui est le soutien psychosocial. Donc, vraiment, l'accès à ces services-là devient très important aussi. Ce que je trouve intéressant, c'est que toutes les différentes catégories que tu viens d'énumérer, là, vous avez une approche particulière pour ces gens-là. Parce que si je prends le cas des personnes qui ont besoin des affaires fondamentales, comme la nourriture, par exemple, vous avez un programme que vous êtes en train de peaufiner, en fait, pour permettre aux personnes qui sont dans le besoin de pouvoir au moins avoir de quoi manger. Absolument. Ça passe par le soutien de nos agences et des besoins qui ressurgissent justement de la table de concertation. Mais effectivement, le besoin de base, si on regarde, on a besoin de se nourrir et absolument, si on manque à ces besoins-là, on est encore plus en détresse. Oui. Puis là, si je parle du côté santé mentale et tout, il y a des lignes téléphoniques qui sont faites. Et je pense que pour ces lignes téléphoniques-là, il faut aussi des gens qui viendront comme travailler main dans la main avec vous pour pouvoir offrir ce service-là. Est-ce que vous en avez suffisamment?
C'est nos agences partenaires, en fait, qui, évidemment, dépendent de plusieurs d'entre elles, de bénévoles aussi, mais de leurs effectifs. Si tu vois, j'ai reçu une statistique intéressante, puis, pardonne-moi, c'est pour le centre anglophone, le Distress Center de la région d'Ottawa et région avoisinante. Ils voient déjà une augmentation de 30 d'appels. Donc, effectivement, les répercussions, si tu veux, de la crise vont se faire ressentir un peu partout à travers nos agences partenaires aussi. D'accord. Donc, au moins, on est sûr que vous n'êtes pas seul dans toute cette lancée-là. Ça vous prend des partenaires. Est-ce que l'initiative, en forme, elle est déjà comme super active sur le terrain? Oui, donc on va être demain par demain à notre 3e rencontre des partenaires sur le territoire. C'est encore une fois un monitoring des besoins, mais aussi parler de façon concrète aux solutions que l'on peut apporter à la communauté quand les besoins surgissent. Encore une fois, tu vois, tout cela dépend un petit peu de la générosité des gens, mais ça, on s'entend, nos donateurs sont très généreux aussi. Et c'est dans cette mission-là, justement, de réduire des obstacles pour tous autour de nous. Est-ce que cette nouvelle initiative-là va desservir un peu tout l'Est de l'Ontario que vous couvrez, Prescott Russell, je pense de Renfrew, Lanark, tout ça? Absolument. Donc, c'est une initiative régionale. Nous avons des besoins distincts en région rurale, ou différents, si tu veux, en raison justement de la distance et puis une densité moindre que dans le centre urbain. Cependant, nous allons évaluer les besoins comme ils viennent par rapport à l'impact le plus palpable dans la communauté. Mais oui, ça touche à toute la grande région de centre et d'est de l'Ontario. 2 choses avant qu'on ne termine notre entrevue. La première, c'est de savoir, en fait, pour ceux qui veulent donner, là, on a parlé de la contribution de la communauté, et puis c'est à ça qu'on les appelle. Où est-ce qu'ils vont? Sur le site Web? Parce que je sais qu'il y a un nouveau site Web pour la crise qui a été ouvert il n'y a pas longtemps. Oui, absolument. Donc, on a ouvert un portail spécial Centraide et au COVID-19.ca. C'est un peu long, mais bon, c'est ainsi. Nous avons un portail spécial. Sur ce portail-là, on peut aussi visionner certains liens vers les autorités de santé, les appels, les numéros de téléphone, si on veut, justement, pour le TELAD ou Distress Center. Les informations pertinentes. Donc, le site peut être utilisé de 2 façons, autant pour démontrer sa générosité, mais aussi pour justement voir dans quelle direction on peut se tourner si on a besoin de l'aide. Dernièrement, j'ai vu une petite vidéo sur les réseaux sociaux qui montrait un peu les itinérants, en fait. Quand on parlait de nourriture, de besoins fondamentaux tout à l'heure, ça m'a ramené un peu à ça. Et je voulais juste te poser la question de savoir si on a la capacité, par rapport aux dons de la communauté, d'avoir de la nourriture à distribuer. Ça vous prend des personnes des volontaires, des bénévoles, en fait, pour faire ça. Est-ce que actuellement vous êtes en mesure de prendre des gens pour vraiment les accompagner dans tout ce qu'ils vont faire comme bénévolat et pour qu'eux aussi puissent donner de leur temps pour desservir, par exemple, les personnes qui ont besoin de nourriture? Donc, on travaille avec des agences qui font spécifiquement ce travail-là. Une que je peux vous nommer, bien sûr, c'est Bénévoles Ottawa. Ils font ce genre de triage justement pour les bénévoles. L'autre ressource à laquelle on aimerait vous aiguiller, c'est justement le 211 auquel les gens peuvent penser. S'ils ont des besoins particuliers, ils peuvent se diriger là par rapport à leurs besoins de base, évidemment, ou autres. D'accord. Merci beaucoup, Agatha. Merci pour tout ce que vous faites là, parce que vous êtes allée à l'action comme tout de suite. Puis merci pour tout pour la communauté là. Merci encore. On apprécie. Merci. Alors, je vais vous inviter maintenant à apporter votre soutien à Centraide. Donc, elle a mentionné le site web, je vais vous le redonner. Donc, c'est www.centraide.ca/COVID-19. Vous avez, comme elle a dit, des liens pour des informations pour vous-même, mais aussi pour apporter votre contribution. Il y a aussi le 211 qu'elle a mentionné. Vous avez besoin de parler à quelqu'un. Après la pause, on va parler maintenant avec un chercheur de l'Institut du savoir Montfort. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Quand le corps flanche, quand les nuits n'arrangent plus rien, quand je ne trouve plus ta main dans la foule, quand les erreurs nous épuisent les épaules, quand l'élan ne propulse plus le mouvement, reviens-moi, reviens-moi. Car ici tout se vide et plus rien ne se remplit, tellement que j'en ai donné mon corps. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il y a quelques jours déjà, on a reçu des étudiants du Collège La Cité, des étudiants de dernière année en journalisme. Et ils ont produit des reportages et des reportages super poignants avec des sujets assez intéressants les uns que les autres. Et aujourd'hui, on a décidé de vous présenter un des reportages qui parle de la vie des policiers à Ottawa. Surtout même en ce temps de crise, je pense que ce sujet est assez intéressant. Je vais lire le précède et on va aller au reportage. Les suicides sont à la hausse chez les policiers d'Ottawa. L'année n'est même pas terminée que déjà 3 policiers ont mis fin à leur jour. Élisée Berti a accompagné un policier pendant son quart de nuit et a constaté que leur métier est plutôt intéressant. C'est un reportage d'Élisée Berti. Le constable Jonathan Thébault du service de police d'Ottawa commence son quart de travail à 22 h. D'un pied ferme, il patrouille les rues de la ville dans le but de la rendre plus sécuritaire pour les citoyens. Il n'est pas toujours préparé à ce qui pourrait se passer et il sait qu'il pourrait chaque nuit y laisser sa vie. Le plus gros stress, j'imagine, c'est vraiment par rapport à la sécurité, notre sécurité et la sécurité de nos partenaires. Les policiers rencontrent des défis inimaginables au cours de leur carrière. Ils sont confrontés à des gens qui ne veulent pas de leur aide et à des événements tragiques. Ces gardiens de la loi sont formés pour faire face aux événements stressants. Mais il arrive parfois, pour des raisons personnelles et professionnelles, que certaines expériences déclenchent des réactions importantes de stress. C'est sûr que le domaine policier a beaucoup plus de stress que les travails, que certains autres emplois, mais je veux dire, il y en a d'autres dans plusieurs domaines qui amènent beaucoup de stress aussi. Est-ce que le policier est le domaine le plus stressant? Je ne serais pas prêt à dire ça, mais c'en est certainement un qui est stressant. Assez stressant quand même pour pousser parfois au suicide, et le phénomène est à la hausse. Alors qu'on déplorait auparavant qu'un suicide ou 2 par année, 9 policiers d'Ottawa ont mis fin à leur jour l'an dernier. Et cette année, on déplore déjà 3 suicides. C'est sûr que quand un policier suicide, ça nous affecte tous, puis c'est des fois plus frappant que quand quelqu'un dans un autre domaine se suicide, mais c'est sûr que le fait aussi que les suicides policiers sont médiatisés, on les voit plus, puis ça peut peut-être donner une perception qu'il y en a plus, mais je serais curieux de voir les chiffres par rapport à ce sujet-là. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des suicides, le métier de policier n'est pas celui où l'on déplore le plus de suicides au Canada. Le métier de policier arrive au 6e rang. Ce sont les pêcheurs et les agriculteurs qui trônent au 1er rang. Les étudiants en technique des services policiers du Collège La Cité d'Ottawa sont conscients des risques du métier qu'ils ont choisi. Mais ils disent être bien préparés. On a tous les cours préalables, on va dire, pour rentrer dans la police. On a les cours qui sont donnés dans le milieu policier, en ce moment dans ma technique, qui nous préparent bien à une psychologie en milieu policier. 1, 2, 3... Et les futurs policiers espèrent réduire leur stress en restant optimistes. À la longue, ça l'affecte ton mental, ça l'affecte ta santé mentale. Puis ça vient
où ce que tu dois garder ta santé mentale positive, on va dire en faisant de l'entraînement, en t'entraînant. Malgré les risques qu'ils rencontrent, les officiers de police sont fiers de faire respecter la loi et de protéger les citoyens. Pour moi, le plus satisfaisant, c'est, comme on dirait, catch the bad guy. Donc, si les crimes contre certaines personnes qui sont commis, quand on peut arrêter ces gens-là, arrêter le crime, arrêter ou prévenir même le crime, c'est satisfaisant d'aider les bons citoyens, d'aider ceux qui en ont besoin. Dans les 30 dernières années en Ontario, 24 policiers se sont enlevés la vie. Élisée Bertine-Daïchimier pour le Collège La Cité à Ottawa. Merci à Élisée Berthier pour ce beau reportage qui nous fait penser qu'en ce moment de crise-là, oui, les policiers sont dehors. Alors, si vous y pensez, un petit sourire ou un petit allô, je pense que ça leur ferait bien plaisir. On va prendre une toute petite pause et juste après, on va revoir un deuxième reportage. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV-Rogers. L'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la côte, au-delà des frontières, de la langue de ma grand-mère, de l'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la survécu à la mer et les chants de mon grand-père. au large des prairies, quelques nuages d'Acadie, la brise de la mer, la couleur de ma terre. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant de passer au prochain reportage, j'ai au téléphone Dr Rémi Rabassa-Lauré. Allô? Oui, bonsoir. Bonjour, pardon. Bonjour. Et puis, avec vous, en fait, on va parler des diabétiques parce que vous êtes spécialiste dans ce domaine-là. Vous m'avez donné un peu votre titre, là, mais je l'ai un peu oublié. Donc, spécialiste, on va dire, ici en Ontario pour les diabétiques de type 1, c'est bien ça? Ou je me trompe? Je travaille à Montréal, mais certains de mes mandats couvrent au travers du Canada pour certaines formes de diabète plus rares. D'accord. Et aujourd'hui, le sujet va être la surveillance de la glycémie en continu et l'utilisation du profil glycémique ambulatoire. Et puis, ça veut dire que déjà, pour moi, la manière de gérer notre glycémie, d'avoir des informations sur ça, ça a changé. Il y a une évolution. Ça a changé énormément. Donc, la glycémie, c'est le taux de sucre, et quand il est trop élevé, c'est qu'on a le diabète. Il y a plusieurs formes de diabète. La plus commune est de loin, plus de 90% des cas, c'est ce qu'on appelle le diabète de type 2, qui survient généralement après la quarantaine, chez les gens qui sont souvent, mais pas tout le temps, en surpoids et qui ont souvent des antécédents familiaux. La deuxième forme la plus fréquente, c'est le diabète de type 1, qui survient généralement à un âge plus jeune et qui correspond à une forme différente. Donc, pour essayer de différencier ces deux grandes formes, imaginons que l'insuline, c'est comme la clé qui permet au sucre de rentrer dans les tissus. D'accord. Et le sucre dans les tissus, c'est un de nos deux carburants. On est tous, les humains, des voitures hybrides. On peut fonctionner avec le gras ou avec le sucre. Et on préfère fonctionner avec le sucre qu'avec le gras, mais on peut passer de l'un à l'autre. Et l'insuline, c'est vraiment la clé qui permet au sucre de rentrer dans les tissus. Le diabète de type 2, c'est quand on n'a plus trop de clés et que les serrures ne fonctionnent pas bien. Et le diabète de type 1, c'est quand on n'a plus du tout de production de clés.
Et puis là, je pense que ça commence à toucher, comme vous l'avez mentionné, là, un peu plus la population jeune. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a eu l'envie de penser à de nouveaux dispositifs pour pouvoir gérer ça, comme essayer de voir qu'est-ce qu'on a comme glycémie? C'est ça. Donc, pour surveiller son taux de sucre, l'image classique, c'est la petite goutte de sang au bout du doigt qu'on met sur une petite bandelette. Ce qu'on appelle les coups de pince, là, je pense. La valeur du taux de sucre. Il y a des gens qui ont pas besoin de ça, il y a des gens qui en ont besoin un peu, puis il y en a des gens qui en ont besoin énormément. Les gens qui en ont besoin énormément, c'est les gens qui sont traités à l'insuline. Donc ça, c'est les gens qui vivent avec le diabète de type 1, qui ont toujours besoin d'insuline. L'insuline est absolument vitale pour eux. Et une certaine fraction des gens qui vivent avec le diabète de type 2 aussi, souvent après une dizaine d'années. Donc pour ces gens-là, on a souvent besoin de plusieurs glycémies par jour, souvent 4 au moins. Et ça finit par être fatigant, lassant, et en plus, ça donne une photo précise au moment où on le fait, mais ça ne nous dit pas ce qui se passe entre les moments où on fait les glycémies. Donc, depuis maintenant à peu près 2 ans, on a des petits dispositifs. Ça ressemble à un petit timbre. Le plus populaire a exactement la même taille qu'une pièce de $2. Il se porte généralement sur le bras. Et il y a une toute petite sonde qu'on ne sent pas qui mesure le taux de sucre sous la peau en permanence. Et ça permet d'obtenir, sans se piquer le bout du doigt, des centaines de glycémies chaque jour. Et donc, bien entendu, à ce moment-là, on se retrouve non plus avec 4 photos très précises, mais avec un film qui nous permet d'avoir l'ensemble de l'histoire et donc de gérer beaucoup mieux les taux de sucre trop hauts, qui sont la source des complications, par exemple pour les yeux, les reins, mais aussi des taux de sucre trop bas qui peuvent donner des malaises où on peut perdre connaissance. Et puis ça permet aussi, comme vous l'avez mentionné, là, de suivre la courbe, en fait, de voir un peu comment on évolue. C'est exactement ça. Au lieu d'avoir les choses de façon ponctuelle, ce qui est déjà très bien que de ne pas les avoir du tout, on a vraiment une vision en continu. Il y a même des dispositifs qui sont équipés avec des alarmes qui permettent de dire aux gens « attention, tu es trop haut, attention, tu es trop bas » et ce genre de choses-là. Et puis ces dispositifs-là, ils sont sur le marché depuis combien de temps? À peu près 2 ans. Au Canada, un petit peu plus pour certaines formes, mais avant c'était très confidentiel. Je dirais 2 ans d'une façon plus facilement accessible. Par exemple, au Québec, ce sont des dispositifs qui sont largement couverts pour les gens qui ont plusieurs injections d'insuline par jour. D'accord. Alors, donc, quand on parle du profil glycémique ambulatoire, c'est vraiment de ce système-là qu'on parle, de ce nouveau système? C'est exactement ça. C'est vraiment comment? Parce qu'une fois qu'on se retrouve avec 100 à 300 glycémies par jour, l'idée, c'est comment on va pouvoir gérer ça. Donc, pas d'informations, c'est pas bien. Plus d'informations, c'est beaucoup mieux. Mais trop d'informations, on finit par des fois avoir du mal à faire. Donc, c'est des représentations graphiques qui permettent aux patients et aux professionnels de la santé, c'est très utile dans le domaine actuel parce que la plupart sont disponibles dans l'Internet. Donc, on est capable de partager des informations sans se voir, de prendre des décisions. Et donc, quand on a ces dispositifs-là, il y a 2 types de réactions qu'on peut avoir. Il y a une réaction qui est très spontanée au moment où on l'a. On voit que notre taux de sucre est proche de la limite du trop bas, de ce qu'on appelle l'hypoglycémie, ça descend rapidement, on va réagir tout de suite. Puis il y a d'autres choses, ça c'est la partie où on est très réactif. Il y a une partie où on peut devenir proactif grâce à ces choses-là, ça c'est très utile dans les échanges avec les équipes de soins, qui est de se poser généralement à peu près toutes les 2 semaines, puis de regarder s'il y a des grandes tendances qui vont amener à changer les doses d'insuline, par exemple. D'accord, donc ce qui sous-entend que ça fonctionne bien, cette affaire-là. C'est probablement la plus grosse révolution dans le traitement du diabète des gens qui ont besoin d'insuline à tout le moins. Depuis la découverte de l'insuline, ça fait presque 100 ans qu'on a l'insuline. C'est le premier prix Nobel du Canada. Le premier patient traité par l'insuline au monde, ça a été en 1922-1923 à cheval sur la décembre-janvier à Toronto. Donc ça fait presque 100 ans. Ça a été le premier prix Nobel du Canada et c'est probablement la plus grosse avancée parce que grâce à ces dispositifs-là, on va à la fois réduire le risque des taux de sucre trop hauts, qui sont ce qui abîment les yeux, les reins, les nerfs, le cœur, mais aussi les taux de sucre trop bas, qui sont ce qui font qu'on peut faire un malaise, avoir un accident de voiture, juste pas être fonctionnel. Et donc, ce sont des dispositifs qui ne s'appliquent pas à tous les patients diabétiques, mais pour ceux qui peuvent en bénéficier, c'est un changement énorme parce qu'on va à la fois chercher le trop haut et le trop bas et sécuriser énormément
le patient, mais aussi tous les gens qui vivent autour de ce patient-là. Ce que je comprends, c'est qu'avec ces nouveaux dispositifs-là, ces nouveaux gadgets, si je peux les appeler ainsi, c'est possible que nous-mêmes, en tant que diabétiques, on arrive à comprendre qu'est-ce qui se passe, on arrive à se l'expliquer un peu et puis de prendre des mesures avant d'aller voir peut-être le médecin. Parce qu'auparavant, c'était juste la panique et puis on va voir le médecin. Exactement. Donc, par exemple, on est tout à fait capable de voir des choses de mode de vie. Donc, on va pouvoir repérer que peut-être après le plat de pâtes, ça monte un petit peu plus haut, changer la dose de pâtes ou l'intégrer avec autre chose. Au contraire, on va pouvoir voir qu'avec l'activité physique, ça baisse régulièrement. Donc, s'en servir pour faire baisser ses glycémies, mais aussi éviter que ça baisse trop. Les patients diabétiques qui sont à l'insuline, ils vivent toujours un peu comme le Titanic entre deux icebergs. Celui du trop haut et celui du trop bas. Donc un dispositif qui permet de voir les glycémies d'une façon instantanée, c'est exactement comme ça que ça se passe, hein, mais aussi en même temps de voir la tendance, pour reprendre la phrase d'un journaliste célèbre, si la tendance se maintient, si on est en train de baisser depuis 2 heures et puis qu'on est très proche de la limite, ben, on va le voir beaucoup mieux si on a la tendance des glycémies récentes. Et donc, moi, j'appelle ça la fonction Bernard de Rome. C'est-à-dire, si la tendance se maintient, ben, on va voir qu'on est trop haut ou trop bas. Et donc, c'est vraiment... les patients comprennent à la première minute quand ils ont ce genre de choses-là. Et d'ailleurs, en fait, la majorité des questions que j'ai avec les patients que je suis actuellement, c'est est-ce qu'il y a un risque de rupture de stock pour l'insuline et pour les dispositifs pour relier le diabète? Et la réponse courte est clairement non. En fait, il y a même des mesures au niveau des grossistes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de gens qui fassent des stocks qui pourraient nous mettre dans une situation très délicate. Donc, des fois, un patient peut aller à sa pharmacie puis se faire dire, ben, l'insuline, on l'aura que demain. Mais il l'aura systématiquement demain. Le système est très bien organisé pour ça, pour permettre aux gens d'avoir un peu d'avance, mais pas trop. Mais on peut comprendre les patients. Si on a besoin d'insuline et que c'est vital pour nous, un patient avec le diabète de type 1 peut guère vivre plus que 3 jours sans insuline, et déjà au jour 2, ça va vraiment pas bien, pas bien du tout. On peut comprendre que les patients soient très, très inquiets d'avoir un médicament absolument vital pour eux dans les conditions actuelles. Alors oui, quand on parle de conditions actuelles, j'allais en venir. Il y a peut-être des cas où des gens ont peur, par exemple des diabétiques, des personnes que vous avez l'habitude de suivre. Là, imaginons que l'un d'eux là, puisse, je ne le souhaite pas, là c'est juste un exemple, comme contracter la COVID-19. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Alors, en fait, il y a énormément de questions qui m'arrivent en ce moment, mais il y en a 2 plus importantes qui se dégagent clairement, qui sont beaucoup plus fréquentes. C'est est-ce que, vivant avec le diabète, je suis plus à risque d'attraper la COVID-19, puisqu'il y a eu des rapports de Santé Canada et de la santé publique, et aussi les études chinoises qui disaient qu'il y avait probablement plus de problèmes avec ça. La réponse est très probablement non, sauf des cas très particuliers. D'accord. Le facteur de l'âge ou la présence d'autres maladies, comme des maladies du cœur, des maladies du poumon, pourrait gêner les choses, mais le patient qui n'est pas très âgé, moins de 70 ans, qui a un diabète bien équilibré, qui n'a pas de complications, est probablement peu à risque. C'est bon à les gens savoir, plus âgés avec des complications, je pense qu'il y a un risque plus important. Donc, la première question, c'est est-ce que je suis plus à risque? Le cas général, c'est non, mais il y a quand même des patients où c'est probablement oui. La deuxième question, qui est à mon avis la plus importante et pour laquelle on commence à avoir des données, c'est si malheureusement, vivant avec le diabète, que ce soit type 1 ou type 2, j'attrape cette maladie, est-ce qu'il y a un risque que ça évolue d'une façon moins favorable? Et là, la réponse est probablement oui, à la fois pour les raisons que j'ai dites juste avant, c'est-à-dire si on est plus âgé, on a clairement plus de risques d'évolution défavorable. Si on est plus de maladies, on peut souvent, quand on a le diabète de type 2, avoir des maladies des reins, des maladies du cœur qui vont augmenter le risque. Mais surtout, il va falloir gérer le taux de sucre qui va se mettre à monter, qui va être plus difficile à gérer. Donc, on ajoute une couche de complexité supplémentaire. Donc, la réponse courte, c'est est-ce qu'avec le diabète, j'ai plus de risque de l'attraper? La réponse générale, c'est probablement non. Est-ce que si je l'attrape, ça pourrait être plus difficile à gérer? La réponse est probablement oui. Raison pour laquelle on a besoin de rester à la maison, de se protéger et vraiment de respecter toutes les mesures qui ont été établies par le gouvernement. Moi, docteur Lauré, j'aurais une question pour vous. Ce serait de savoir, en fait, oui, on a dit pour les personnes qui sont plus à risque et tout, qui ont le diabète, ils vont peut-être l'avoir, mais il y a une rumeur, je dirais une rumeur qui est en train de circuler un peu partout concernant les anti-inflammatoires. Est-ce que c'est quelqu'un qui a la COVID-19 et en même temps diabétique, il peut aussi prendre des anti-inflammatoires? Paraît-il que ça atténue les symptômes?
Alors, il y a 2 types de médicaments qui concernent énormément les patients qui vivent avec le diabète, sur lesquels il y a des choses imprécises. Les anti-inflammatoires, je dirais que la seule chose qui est claire, c'est que c'est pas clair, malheureusement. Des pays comme la France les déconseillent. Beaucoup d'autres pays, incluant le Canada, disent juste, on a regardé ce qui se passe en France, mais on n'a pas d'évidence. On peut trouver dans la littérature des données qui suggèrent que, en cachant un peu certains symptômes, par exemple comme la fièvre, ça pourrait retarder la prise en charge. C'est possible, c'est ce que pensent les Français. Pour être franc, les évidences sont très très faibles. Et puis quand on regarde ce que nos collègues chinois, qui malheureusement ont un mois d'avance sur nous, disent, ça semble pas être le cas. On peut aussi trouver des études qui suggèrent que ces médicaments pourraient avoir des effets au laboratoire contre les virus. Donc ça va un peu dans tous les sens et c'est pas clair. Ce qu'on recommande actuellement, c'est de privilégier des médicaments comme le Tylenol, l'acétaminophène, comme première ligne et d'éviter des médicaments comme l'ibuprofène qui sont vendus sur des noms commerciaux comme l'Advil ou le Motrin, les retarder le plus possible. C'est enfin des médicaments qui peuvent, s'ils sont pris à dose très élevée, avoir des effets néfastes pour les reins, donc on recommande aux patients de faire attention. Donc en gros, les anti-inflammatoires, c'est pas en première ligne et si possible en parler avec une équipe de santé avant de les prendre. Et la position au Canada pour l'instant, c'est de dire qu'on ne doit pas se priver d'une arme qui est quand même importante pour lutter contre la fièvre et la douleur. Avant qu'on arrête notre entrevue, parce que malheureusement ça tire vers la fin, j'avais une autre question pour vous, mais je pense qu'il y a un site web où est-ce que les personnes qui sont atteintes de diabète peuvent aller avoir des informations vraies en temps et en heure. Est-ce que vous l'avez? Oui, alors, je vais essayer de vous donner ça. On a utilisé le titre d'une étude qui s'appelle Type 1 Better. Et donc, évidemment, en ouvrant mon ordinateur, je fais une erreur dans le mot de passe, je m'excuse. Mais l'étude s'appelle Type 1 Better. Et puis, effectivement, dans la section Actualité, nous publions des choses presque tous les jours sur les nouvelles qui me permettent de concentrer ce que des centaines de questions de patients font et on va probablement essayer d'organiser des choses comme des Facebook Live avec les gens qui vivent avec le diabète et leurs familles pour essayer de les tranquilliser. D'accord. Merci beaucoup, Dr. Lauré. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour nous parler de tout ça. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, oui, on a des informations. Je suppose que vous aussi, vous qui nous suivez. Après la pause, on va parler avec un deuxième chercheur de l'Institut du savoir Montfort. Mais cette fois-ci, on va parler de l'éducation en ce moment de crise. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Oui, je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte. Versez-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Mais pas avant que l'on m'y couche. Versez-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a parlé santé tout à l'heure avec un chercheur de l'Institut du savoir Montfort et cette fois-ci, on parle d'éducation. Au téléphone avec moi, Monsieur Dionne. Allô? Oui, bonjour. Ça va bien, Dr. Dionne?
Oui, ça va bien, merci. Alors, ça va bien aussi, mais là, on va parler d'un sujet que je trouve intéressant. La dernière fois qu'on avait parlé, vous étiez en train de travailler sur un projet par rapport aux questions choix multiples, essayer de démêler un peu le tout pour faire sortir le meilleur des élèves et aussi pour les professeurs. Mais cette fois-ci, on est en temps de crise. Je pense que la question va changer. Est-ce que vous pensez que notre système éducatif, il est prêt pour cette crise? Oui, en fait, vous voyez, je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt à faire face à des événements comme ceux-là. Ouais. C'est certain, même sur une base individuelle. Hein, j'écoutais la ministre de la Santé, la ministre fédérale de la Santé, nous dire au début du mois, écoutez, c'est prudent d'avoir peut-être un mois de provision, un mois et demi de provision. Et les gens prenaient ça un peu comme si c'était des propos qui appelaient un peu à la panique, quoi. Donc, oui. Mais en même temps, c'est des mesures qui sont tout à fait raisonnables, quoi. C'est pas parce que bon, là, évidemment, ça devient plus épidermique, mais en temps normal, quand tout va bien, c'est aussi une bonne précaution à prendre. Ouais. Donc, on se prépare dans les différents secteurs de la société, mais c'est vrai que dans le domaine scolaire, dans le domaine académique, on a peut-être un peu de retard en ce sens-là. Dans ce sens-là, oui, on a un peu de retard, mais déjà, c'est fait pour que tout le monde reste à l'abri et bien chez eux. Mais vous savez, j'ai pu voir avec les nouvelles et tout ça qu'il y a des mesures qui ont été prises, que ce soit pour les professeurs ou même pour les étudiants, les gens du collège et tout, là, pour pouvoir continuer à avoir de l'information, continuer à étudier à la maison. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que nous, à l'Université d'Ottawa, et encore là, c'est variable. Hein? C'est variable d'une faculté à l'autre. Ouais. Si je fais référence à la faculté d'éducation, nous, on est probablement une des facultés qui était la plus prête à faire face à des événements comme ceux-là, pour une raison très simple. C'est que, surtout au secteur francophone, on est habitué depuis longtemps à devoir desservir une clientèle qui est éparpillée un peu partout au Canada, puis parfois même à l'étranger. Donc, ça fait en sorte que on avait déjà des cours en ligne, on avait déjà des cours hybrides, on est déjà habitué, on a une expertise en fait pour livrer les cours de différentes façons. Donc, c'est certain que dans une période comme celle-ci, on est capable comme on dit, de se retourner très, très, très rapidement. Et c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc, moi, j'enseignais en présentiel aux étudiants. Et donc, la semaine passée, j'ai donné le cours en ligne. Et puis, ça s'est très bien passé. Mais parce qu'on était prêt, parce qu'on a cette expertise-là pour être capable de livrer des cours à distance. Et puis quand... Oh, excusez, allez-y. Ce qui n'est pas le cas, je regarde dans le réseau élémentaire et secondaire, c'est pas nécessairement le cas. Et là, on voit que ça s'organise, mais que c'est plus difficile. Oui. Parce que le mode de livraison est uniquement présentiel. Hein. Les enfants se déplacent, ils vont à l'école, ils sont pris en charge à ce moment-là par des enseignants et des équipes écoles. Mais là, bon, c'est plus possible. Donc là, il faut trouver de nouvelles façons et ça pose toutes sortes de défis pour le réseau scolaire. C'est à ça que j'allais en venir parce que à l'université déjà, quand on est rendu à l'université, on se rend compte que les cours en ligne, même de rendre des devoirs en ligne, des affaires de même, ça se passe correctement. Ils sont quand même un tout petit peu habitués. Mais pour les élèves du secondaire, de l'élémentaire, c'est beaucoup plus difficile, comme vous l'avez mentionné. Mais j'ai vu que le ministère de l'Éducation a fourni des outils, tant bien pour les professeurs que pour les parents, pour aider les enfants. Mais est-ce que c'est suffisant? Ben, écoutez, c'est certain que entre rien proposer les outils en question, c'est certain que ça va être bien accueilli. Le problème avec des outils qui ne s'inscrivent pas, par exemple, dans des démarches pédagogiques ou des démarches didactiques, c'est que ça fait en sorte que les enfants apprennent des choses, mais ils ne savent pas trop pourquoi ils apprennent ça, à quoi ça va leur servir, quelle va être la finalité d'apprendre ces choses-là. Donc, ça risque d'être des apprentissages plutôt de surface. C'est sûr que des exerciceurs, ça peut être utile, mais ça peut être utile pendant une certaine période de temps, mais ça ne fera pas de miracle non plus. Là, on parle, en Ontario, on mentionne que les écoles vont être fermées jusqu'en avril, Québec jusqu'en mai, en Alberta, ça ne reprendra pas avant septembre. Donc, ça fait des périodes de temps qui sont conséquentes. Donc, à court terme, on peut se débrouiller avec des outils comme ceux-là. Mais à plus long terme, il faudra proposer d'abord un environnement. Je regarde à l'université, on utilise un système qui s'appelle Brightspace, qui fonctionne très bien,
qui permet justement aux étudiants d'avoir accès aux ressources. Et ils peuvent déposer leurs travaux, on peut interagir avec eux via cette plateforme-là. Okay. Donc, ça, c'est le genre de plateforme dont les profs de l'élémentaire et les profs du secondaire vont avoir éventuellement besoin. Oui. Donc, je pense que dans la perspective de se préparer pour d'autres événements de cette nature-là, ben, il faudra intégrer ces outils-là. Il faudra penser à offrir au milieu scolaire des outils nécessaires pour être capable de livrer aussi pas uniquement présentiel. Je suis pas mal sûre que ils sont en train de penser à ça là parce que vu la situation, vous l'avez mentionné, on se dit jusqu'en avril, les classes sont fermées jusqu'en avril au Québec, on l'a appris, c'est jusqu'au 1er mai. C'est vraiment des périodes qui sont longues et les outils dont je vous ai parlé tantôt là, c'est des outils. Oui, on apprend des maths, oui, on apprend un peu de sciences, mais l'approche pour les différents, on va dire des enfants de l'élémentaire, elle n'est pas la même. Il y en a qui ont besoin vraiment d'un accompagnement spécial pour pouvoir comprendre des affaires et d'autres qui sont OK avec ça, mais comme vous l'avez dit, là, à la longue, c'est pas vraiment dans la pédagogie qu'on veut pour un enfant de l'élémentaire ou même du secondaire. Non, puis même, vous savez, même nos étudiants à l'université, donc qui sont des adultes, tous ne sont pas très à l'aise nécessairement avec les technologies. Oui. Donc, on tient parfois pour acquis que, bon, les adultes, donc les jeunes adultes vont être très, très à l'aise avec les différents outils informatiques. C'est pas toujours le cas. Donc, il y a aussi un apprentissage à faire et dans des conditions normales, on est là, on peut les accompagner, on peut les aider. Mais c'est évident qu'avec des enfants de l'élémentaire et du secondaire, il va falloir encore plus les accompagner. Oui. Puis vous venez d'ouvrir une porte, là, peut-être qu'il va me tuer à la fin de l'émission, mais je prends l'exemple de mon frère qui étudie à l'Université d'Ottawa, qui, vraiment, l'université est fermée. Oui, comme vous l'avez mentionné, il travaille virtuellement avec les professeurs et tout. Et lui, il est en dernière année. Son inquiétude, c'est de passer un examen qui sera super difficile que la normale parce qu'il se dit, puisqu'on le fait en ligne, le professeur peut se dire qu'il y a la possibilité pour nous d'aller chercher des informations sur le net et avoir des réponses. Donc, pour lui, l'examen sera beaucoup plus difficile et il est déjà dans la défaite. Oui, c'est sûr que la question de l'évaluation, et là, on va tomber sur un sujet que je connais mieux. La question d'évaluation avec l'enseignement en ligne, c'est je dirais que c'est l'éléphant dans la pièce, quoi. C'est-à-dire que dans les réflexions, dans les différents dispositifs qui existent, ça demeure difficile, en fait, de rendre compte des apprentissages de chacun des étudiants. Oui. Parce qu'effectivement, quand ils font leurs travaux à la maison, bon, on ne sait pas s'ils le font seuls, s'ils sont aidés. Donc, évidemment qu'il faut adapter les outils d'évaluation, mais il demeure pas moins qu'il y a des apprentissages aussi qu'il faut quand même vérifier, qui peuvent être de l'ordre des connaissances ou des habiletés ou des apprentissages plutôt simples, mais ça fait partie aussi là, des apprentissages dont il faut s'assurer. Donc ça, autrement dit, c'est pas la panacée, quoi. Donc, l'enseignement en ligne, oui, moi j'y crois beaucoup et je pense que c'est dans des circonstances comme celle-ci, on voit toute l'utilité, mais il y a des défis aussi, puis il y a un défi au niveau de l'évaluation. Et ça, c'est clair depuis longtemps. Et moi, ça fait 15 ans que je pose la question, oui, mais on va faire quoi en évaluation? Et puis personne n'est capable de me répondre. C'est vrai. Donc, je pense que de toute façon, présentement, il y a un principe qui devrait s'appliquer pour tous les étudiants, que ce soit du primaire, secondaire ou à l'université, c'est qu'il ne faut pas qu'ils soient désavantagés en raison, en fait, des conditions qui s'appliquent présentement. Donc ça, je pense qu'il va falloir se montrer souple, il va falloir être créatif. Il va falloir aussi faire des deuils. Il faudra accepter aussi que certains apprentissages ne seront pas évalués. Et puis, peut-être aussi que ce ne sera pas la fin du monde non plus. Mais il faut s'adapter à une situation qui est absolument exceptionnelle et puis faire le possible avec ce qu'on aura entre les mains. Il va nous rester 2 minutes. Là, je suis juste en train de penser aux étudiants qui sont en dernière année et qui devaient faire un stage, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de leur situation? Ah, ben écoutez, moi, je peux dire, mes étudiants à qui j'enseignais cette session-ci devaient partir en stage, je crois, la semaine prochaine. Oui, donc, oui, évidemment, c'est mal barré. Oui. Donc, je sais que l'université est en train de travailler très fort. La dernière semaine, je peux vous dire, tous les gestionnaires étaient en rencontre pour essayer justement de trouver des solutions, parce qu'évidemment que personne ne s'y attendait. Mais comme je vous disais tout à l'heure, je
pense qu'il faudra retenir un certain nombre de leçons et mieux se préparer pour l'avenir. Je donnais l'exemple en fin de semaine à des gens avec qui je conversais sur Internet, mais vous savez, dans les écoles, maintenant, on fait des exercices d'incendie. Oui. On se pratique aussi au confinement. On sait qu'on a eu un lockdown à Ottawa il y a quelques années. Mm-hmm. Mais maintenant, il faudra aussi que les conseils scolaires, commissions scolaires, les institutions scolaires, parce que vous savez, les changements climatiques, c'est pas prêt de s'arrêter. Oui. Des épidémies, il peut y en avoir d'autres. Ça peut être des inondations, ça peut être des guerres. Et donc, il faut se préparer à l'improbable afin que, justement, on soit, pour les prochaines fois, capable de répondre plus rapidement. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle discussion, Monsieur Dion, Dr Dion. J'espère que vous prenez bien soin de vous et ça m'a fait vraiment plaisir de vous reparler. Ça m'a fait plaisir aussi. Donc, on reste à la maison surtout. Oui, évidemment. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, oui, on entend de belles nouvelles de ce que M. Dion est en train de nous dire. Notre système éducatif est quand même en bonne marche, mais il va falloir faire mieux, faire plus pour pouvoir se protéger, se préparer plutôt pour différents cas de figure qui pourraient arriver dans le futur, ce qu'on ne souhaite pas. On va prendre une toute petite pause et juste après, j'ai des informations à vous partager. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Cette semaine à l'émission, on commence avec une belle salade de carottes, un potage au potiron des saveurs marocaines. On finit ça avec des boulettes de bœuf avec une sauce au citron confit. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. Voici comment vous pouvez réduire vos risques d'être malade inutilement. Lavez souvent vos mains à fond avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool. Évitez de toucher votre visage sans avoir lavé vos mains. Toussez et éternuez dans un papier mouchoir ou le creux de votre bras. Lavez et désinfectez les surfaces touchées fréquemment telles que les téléphones et poignées de porte. Restez à la maison lorsque vous ne vous sentez pas bien et surveillez vos symptômes. Pour obtenir des renseignements complets et mis à jour, visitez le site Internet de l'Agence de santé publique du Canada. Embrasse-moi, même si je dois partir. Et j'ai la peau tout le temps gelée. Court-circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parlais des informations que j'avais à vous partager, mais en fait, c'est juste pour vraiment vous encourager à encourager vos entrepreneurs, les entrepreneurs de notre communauté, les commerces de notre communauté, les restaurants de notre communauté. Vous savez, la plupart d'entre eux sont fermés, mais ce que je sais, c'est qu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont aussi très disposés à continuer à vous servir. Je parle entre autres des musées, je parle entre autres des écrivains, en fait, qui vous donnent la possibilité d'avoir encore leurs livres chez vous. Et en parlant des restaurants, là, vous avez la possibilité de pouvoir commander chez des restaurants qui sont de votre quartier, et vous allez vous faire livrer. Tout cela, là, pour les encourager, pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, parce que la plupart du temps, là, j'en parlais avec Nathalie Coutou de la boutique Kewa la semaine passée, c'est tout ce qu'ils ont, c'est ça qui leur permet de vivre. Et maintenant, avec la crise, là, ils sont fermés, mais il y en a beaucoup qui continuent d'offrir des services. Donc, nous, on vous encourage à encourager les commerces, les restaurants, les artisans, en tout cas, tous ceux qui font partie de votre communauté, là. Donc, n'oubliez pas, regardez vos réseaux sociaux. Je suis sûre qu'il y a des informations concernant les commerces du cœur de chez vous. Demain, on va revenir encore pour une belle émission remplie d'informations sur la prévention pour le COVID-19. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Al-Anon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Vous regardez TV Rogers.